d'abord une bonne année 2023 pour commencer. Et donc on accueille ce matin Élodie Lambert sur le thème des croyances en entreprise. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Soufiane Kachla, le directeur du tiers-lieu Eurobixco. On a un espace où on propose différents services aux entrepreneurs. Et donc on organise tous les premiers vendredis du mois une session qui s'appelle les Petits Déj Pro. Et on le fait en partenariat avec l'ERET. Donc je vais vous donner la parole à Maxime qui va présenter un peu plus l'ERET et un peu plus le format. Et ensuite on pourra rentrer dans le vif du sujet de la thématique de ce matin. Salut Soufiane, merci. En effet, oui, belle année à toutes et à tous. Donc moi c'est Maxime Lehoux, je préside l'association ERET, qui est un groupement d'entreprises sur Touraine-Est-Vallée. L'objectif de cette association est de réunir et de fédérer les chefs d'entreprise donc sur le territoire, de créer un lien avec nos élus et d'agir sur des facteurs de développement de nos zones d'activité et de nos entreprises. Et à titre pro, je dirige l'entreprise ITP, qui est une agence d'emploi et de recrutement à Montlouis, dans la zone de Conneuil. Donc en effet, présent ce matin au Rubixco, on vous propose, donc on continue sur cette nouvelle année, sur le même cadencement. Tous les premiers vendredis de chaque mois, on vous propose donc les petits déj pro, un expert qui va intervenir sur une thématique de gestion d'entreprise. Donc le calendrier est fixé, on s'est fixé déjà le calendrier sur 2023. Et ce matin, on a voulu faire un clin d'œil sur vendredi 13, avec le côté croyance. Donc Élodie, bienvenue à toi. Merci. Élodie Lambert qui dirige donc le cabinet Almae Coaching. Et Élodie va nous donner les clés et nous parler un petit peu des croyances en entreprise, des croyances limitatives. Enfin, tu vas pouvoir nous expliquer un peu l'étendue du sujet. Tout à fait. Pour cadrer un petit peu le format ce matin, on a donc une partie en présentiel ici au Rubixco à Montlouis et une autre partie qui peuvent interagir avec nous en Facebook Live, en digital. On est parti sur 1 heure, on se fixe objectif là, il est 9h06, objectif 10h. Normalement, il y a une intervention d'Élodie jusqu'à 9h45 et puis après, à tout moment, la salle pourra réagir avec toi, Élodie, s'il y a des questions. Tout à fait. Voilà, je te laisse la parole. Ouais, merci, bienvenue Maxime. encore, merci pour ta présence. Merci. Et puis, on va passer une belle matinée. Allez, allons-y. Donc bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Donc pour vous parler des croyances en entreprise. Alors le programme de la présentation, je vais d'abord vous parler du concept de croyance de manière générale. Je vais vous proposer une définition, vous parler un petit peu du fonctionnement. Ensuite, je vais aborder toujours ce concept de croyance en vous parlant du fonctionnement dans notre cerveau sous le prisme des neurosciences. Donc, je vous donnerai de l'information à ce sujet. Et puis en troisième partie, on parlera un petit peu plus précisément de ces croyances en entreprise. Alors, est-ce que déjà, parmi vous, certaines personnes pourraient me donner une définition, votre définition de ce qu'est une croyance? Qui se lance? Personne? Bon, je vous propose ma définition, une définition en tout cas. Les croyances, donc, ce sont des certitudes que nous avons qui sont soit conscientes, soit inconscientes. Et c'est des certitudes qu'on a sur nous, sur les autres ou sur la vie en général. Donc c'est vraiment des convictions, c'est des choses qu'on considère comme une vérité, même si elles n'ont pas été vérifiées ou si on ne les a pas vérifiées nous-mêmes. Donc les croyances, en fait, sont enregistrées à partir de milliards d'informations qu'on enregistre depuis notre naissance. Elles proviennent en fait de notre éducation, soit notre famille, soit à l'école, soit nos parents. Elles proviennent aussi de nos expériences personnelles. On verra qu'une croyance, apparaît vraiment à partir d'une construction subjective. Et puis, elle peut également intervenir suite à un choc ou un trauma. Et enfin, c'est aussi l'origine d'une croyance vient de l'environnement socio-culturel. Notre société, la culture, les médias, les religions. Tout ça, on va le voir, ça alimente en fait tout notre système de croyances. Les croyances, elles évoluent tout au long de notre vie.
Et puis, voilà, heureusement, on le verra, on peut les changer. Donc il faut bien savoir qu'une croyance, c'est une construction mentale. Et c'est vraiment quelque chose que notre cerveau s'est approprié de manière complètement subjective. Et elles sont vraiment ancrées en nous, mais voilà, on va le voir, on peut agir dessus et on peut les modifier. Élodie, petit cadrage, je rappelle, on est aussi en Facebook Live. Oui. Et on était vraiment à la limite quand tu es sur la droite. Donc si je veux bouger, c'est dans cette zone. Ok, ça marche. Donc il y a différents types de croyances. Les croyances ressources, donc en fait ça ce sont des croyances positives qui nous sont utiles puisque c'est les croyances qui vont nous permettre de nous mettre en action, de nous motiver, d'atteindre nos objectifs, d'avancer. Donc ce sont des croyances aidantes. Les croyances limitantes, alors c'est surtout là-dessus qu'on fera un focus sur le fonctionnement en entreprise. Là c'est l'inverse, ce sont des croyances qui sont inutiles, qui vraiment nous empêchent d'avancer, qui sont contre-productives, qui nous empêchent d'être performants et qui nous empêchent bien évidemment d'atteindre nos objectifs et qui sont génératrices de stress. Les croyances collectives, parlons-en, on est vendredi 13. Donc les croyances collectives, c'est tout ce que la société amène de croyances autour des préjugés, des superstitions. Alors quand je dis la société, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va être aussi notre éducation, notre culture, les religions. Ça, c'est une source de croyances importantes. Et donc voilà, je disais tous les préjugés qu'on peut avoir, même les dictons. Aujourd'hui, c'est des croyances, les superstitions, comme le fameux vendredi 13, qui, selon les personnes, peut porter bonheur ou porter malheur. Donc ça encore, c'est subjectif. Et donc voilà, je peux vous donner des exemples. Quand justement, on dit le vendredi 13 porte malheur, on dit que les Français sont mal aimables, on va dire que les chômeurs sont feignants. Tout ça, ce sont des croyances collectives. Et les croyances, donc, peuvent être liées à soi-même, quand on a des croyances profondes sur qui on est, nos capacités. Je suis nulle, on est d'accord que c'est une croyance limitante. À l'inverse, je suis capable de réussir, c'est une croyance sur soi, mais qui pour le coup sera ressource. Les croyances liées aux autres, on le disait, les Français sont mal aimables, les gens sont cruels, il faut faire confiance à personne. Là, c'est des croyances plutôt limitantes. Les croyances sur la vie en général, le monde est une jungle, ou au contraire, la vie est belle. Tout ça, ce sont des croyances qu'on entretient sur la vie. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre, n'hésitez pas. Donc là, je vais vous parler un petit peu de neurosciences et du système de croyances sur comment fonctionnent nos croyances dans le cerveau. Déjà, il faut savoir que ce sont nos 5 sens qui sont la porte d'entrée de nos croyances. Et comme je le disais tout à l'heure, les croyances ne sont que des expériences subjectives. Elles sont issues de nos expériences et elles diffèrent d'une personne à l'autre. Si je vous dis, par exemple, quelles sont nos croyances au sujet, c'est quoi une bonne équipe, par exemple, au sein d'une entreprise? Il y a de la communication. Ok. Donc, vous voyez, d'une personne à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes croyances sur ce que doit comprendre le fonctionnement d'une équipe pour être bon, pour être performant. Si je vous dis, c'est quoi un bon salarié pour vous? De la performance. Productif. Un salarié qu'on ne paye pas. Voilà. Un salarié investi. Ouais. Consciencieux. Ok. Joyeux. Bien dans sa peau. Il a envie de venir travailler. Ouais. Un salarié, c'est un salarié qui a envie de venir. Ok. Compétent. Ok. Donc là encore, on voit bien que d'une personne à l'autre, on ne croit pas les mêmes choses. C'est quoi un bon patron ou les patrons sont des tyrans, ça c'est une croyance, clairement. Voilà, donc évidemment, ce qui se passera dans votre environnement, dans votre vie, que ce soit de salarié, de chef d'entreprise, d'entrepreneur, en fonction des croyances que vous entretenez, vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats. Et les croyances peuvent évoluer. Oui, on va le voir.
Alors, là, je vous ai mis un petit schéma pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne au niveau de la structure fonctionnelle du cerveau. Donc, la théorie des 4 cerveaux. Alors, je ne pensais pas que ça sortirait si flou, parce que sur mon écran, c'est pas du tout comme ça, mais c'est pas grave. Je vais vous... C'est en train d'arriver. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, en fait, vous savez, on parle depuis très longtemps de l'hémisphère droit et de l'hémisphère gauche au niveau de notre cerveau. Alors ça, c'est toujours comme ça que ça fonctionne, hein, le cerveau ne s'est pas modifié, mais on s'aperçoit que c'est un modèle qui est un petit peu dépassé, dans le sens où c'est pas aussi simple que ça, et notre cerveau ne fonctionne pas uniquement qu'à travers nos 2 hémisphères. Finalement, c'est beaucoup plus intéressant de regarder ça à travers ce concept des 4 cerveaux. Il y a l'avant du cerveau et l'arrière du cerveau. Et donc vous avez un cerveau gauche avant, un cerveau un hémisphère droit avant, un hémisphère droit arrière. Et donc pourquoi c'est intéressant de s'attarder sur ce modèle-là parce que vous avez donc dans le cerveau arrière tout le système de pensée automatique. Donc je vous explique un peu, hein, sans rentrer dans les détails, parce que c'est de la science et c'est pas le sujet de ce matin, mais pour que vous puissiez comprendre. À l'arrière du cerveau, On risque d'en perdre certains. Ouais, donc je vais essayer de faire simple. À l'arrière du cerveau, on a 3 cerveaux. Le cerveau reptilien, qui correspond en fait vraiment à tout ce qui va toucher à l'instinct de survie, voilà, un petit peu les réflexes, le réflexe animal, la gestion du stress, l'anxiété, la colère, voilà, c'est tout ce qui correspond en fait à notre instinct de survie, à nos automatismes de survie. Ensuite, vous avez le cerveau grégaire, paléolimbique. Alors ça, c'est vraiment tout ce qui va toucher au comportement des individus dans un groupe. Donc c'est voilà, les rapports de force au sein d'un groupe, c'est comment je me positionne au sein d'un groupe. On sait que voilà, l'être humain ne peut pas vivre seul, il se positionne toujours au sein d'un groupe, et c'est le cerveau grégaire en fait qui fait fonctionner les comportements, la confiance en soi, la confiance en l'autre, le rapport de force, je le disais, tout ce qui touche à l'agressivité vis-à-vis des autres, etc., ou même la confiance. Et le 3e cerveau qui se trouve à l'arrière, c'est le cerveau néolimbique. Et là, c'est vraiment le siège des émotions. Tout ce qui touche au conditionnement, donc dans les conditionnements, c'est les croyances. Tout ce qui va toucher aux valeurs, et puis la motivation, la démotivation. Et donc, comme je le disais, ce cerveau arrière, on est en mode mental automatique, et c'est de l'intelligence acquise. Et puis, vous avez le cerveau avant. Et donc ça, c'est le néocortex préfrontal. Alors c'est une zone à laquelle on s'intéresse de plus en plus parce que c'est ce qu'on appelle le mode mental adaptatif. C'est-à-dire que c'est le siège des nouveaux apprentissages. C'est là où on va être capable de prendre du recul, d'être créatif, le siège de la créativité et de l'innovation. Et donc, pour obtenir des changements sur notre mode de pensée automatique, il va falloir opérer une bascule vers la zone préfrontale. Donc je ne rentre pas plus dans les détails parce que voilà, c'était pas le sujet du jour, mais c'est pour vous expliquer qu'aujourd'hui, à travers les neurosciences, on est capable de faire des observations et de voir comment fonctionne justement cette bascule de pensée. Les croyances donc, se situent au niveau du cerveau limbique, et dans le territoire préfrontal, donc, on va pouvoir en fait changer de point de vue, prendre du recul par rapport à justement notre mode de pensée automatique. On est d'accord qu'on a tous des croyances, des valeurs, des pensées, mais tout ça, on ne s'en aperçoit pas, c'est automatique, on a notre système de pensée et notre système de croyances sans même s'en rendre compte. Et grâce à la bascule vers la zone préfrontale, on va se mettre en conscience, en observation, en prise de recul de ce qui se passe. Et si, en l'occurrence, c'est un mode de pensée ou une croyance qui ne nous convient pas, on a la possibilité de la changer. Et donc, par exemple, la zone limbique, c'est le siège des émotions. Et si on va apprendre à gérer nos émotions, c'est dans la zone préfrontale que ça se joue. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails, mais c'était pour vous faire un petit focus sur le fonctionnement du cerveau. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que notre cerveau est paresseux. Vous ne croirez pas comme ça de prime abord, mais
En fait, le cerveau, il est conçu pour se mettre en mode moindre effort, pour assurer notre survie. Donc, tout ce qui va lui demander un effort, il va éviter, en fait. Et c'est beaucoup plus facile de croire quelque chose que de raisonner. Ça demande un effort plus important au cerveau, de raisonner sur une chose, plutôt que de croire d'emblée. Vous allez, voilà, De prendre croire, parti, quoi. voilà. Qu'on vous dit, c'est beaucoup plus facile de vous l'approprier comme une croyance, plutôt que de raisonner, de vous dire, ok, qu'est-ce que ça m'évoque, comment je peux analyser les choses. Votre cerveau, il va choisir plutôt la paresse. Parce que son rôle, c'est juste d'assurer votre survie. Ok ? Donc ça, c'est intéressant à savoir aussi. Et là, on va aborder un truc génial, c'est la plasticité neuronale. Alors, comme je vous disais, il y a plein d'études scientifiques qui ont été faites récemment sur le cerveau, voilà, dans le domaine des neurosciences, et on s'aperçoit que c'est grâce à la plasticité neuronale qu'on peut obtenir du changement. Donc tout ça, encore une fois, ça se joue dans le néocortex préfrontal. Qu'est-ce que c'est que la plasticité neuronale? C'est en fait l'ensemble de mécanismes par lesquels le cerveau va être capable d'opérer des changements. Donc en fait, il est capable de régénérer et de réorganiser son réseau de neurones. Quand on dit que quand on perd un neurone, il est perdu définitivement, certes c'est le cas, mais ce qui peut se régénérer, en fait, ce sont les connexions entre les neurones, les synapses. Dans les études qui ont été faites, notamment, je ne sais pas si vous connaissez Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste français connu comme étant l'homme le plus heureux du monde. Il y a des expériences qui ont été faites sur son cerveau au travers d'IRM, et on s'aperçoit que les zones qui sont utilisées pour une certaine pensée, plus vous focalisez sur cette pensée, et plus la zone du cerveau est active. Donc en l'occurrence, quand vous focalisez sur une peur, un stress, des pensées négatives, votre cerveau va vraiment s'activer en fait sur cette zone. Et inversement, quand on focalise son attention sur plutôt des pensées positives, le bonheur, la joie, votre cerveau va vraiment se focaliser sur ces pensées-là. Et donc concernant la plasticité neuronale, voyez les choses un petit peu comme imaginez un champ d'herbe que vous voulez traverser, parce que tous les jours vous devez traverser ce champ pour vous rendre de l'autre côté. Tous les jours vous allez emprunter un petit chemin, et à force de passer toujours au même endroit, vous allez creuser un petit sillon. Ok, donc voilà, vous passez toujours au même endroit, donc imaginez que ce petit chemin, c'est un circuit neuronal. L'information passe toujours au même endroit, et à force, ça crée un sillon. Et la plasticité neuronale, elle nous explique qu'en empruntant un autre chemin, de manière répétée, on va créer un nouveau sillon, on va créer une nouvelle connexion neuronale. Et donc le changement, c'est comme ça qu'il opère en fait dans le cerveau. Quand vous êtes face à une situation bloquante à travers une croyance limitante, par exemple, comment vous allez faire pour changer? Déjà, on va le voir tout à l'heure, je vais vous expliquer, mais c'est se mettre en perspective d'un autre type de pensée. Et il va falloir créer un nouveau sillon, un nouveau chemin, pour installer cette croyance dans votre cerveau et au niveau vraiment des neurones. C'est comme ça que ça se passe. Donc votre cerveau va créer une nouvelle connexion neuronale sur ce nouveau mode de pensée, et il faut l'entretenir à force de répétition. Ça va? C'est clair. Oui. Oui. Alors, les croyances en entreprise. Déjà, il faut savoir que c'est la culture de l'entreprise qui est un petit peu le terreau des croyances. Et c'est dans cette culture que naissent les croyances. Et c'est bien souvent porté par le chef d'entreprise, le dirigeant. Donc, sachant ça, c'est intéressant de se dire qu'il va falloir agir peut-être sur la culture si on veut changer des croyances qui ne sont pas productives pour l'entreprise, pour les collaborateurs, pour la performance de l'entreprise. Ça, c'est la première chose. Je voulais aussi vous parler des valeurs, parce que valeurs, croyances, c'est des choses qui sont très très liées. Et en fait, les valeurs, c'est vraiment des super croyances. Donc, de même, c'est en travaillant sur les valeurs, je vais en reparler un peu plus précisément tout à l'heure, qu'on va pouvoir aussi agir sur les croyances, parce que voilà, c'est extrêmement lié.
Donc les croyances limitantes en entreprise, évidemment, j'enfonce une porte ouverte, mais elles sont un frein à la performance de l'entreprise. Je ne vous apprends rien. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de croyances qui sont contre-productives et qui freinent la performance, à la fois quand on est chef d'entreprise, manager, et à la fois quand on est entrepreneur. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont entrepreneurs, jeunes entrepreneurs. Et quand on se dit je ne sais pas me vendre, alors on en est croit très très fort à ça, et ça ne va pas nous aider à développer notre activité. Ce qu'on entend le plus souvent parmi les entrepreneurs, Ouais. quand ils démarrent une activité, nous on le voit ici au Busco, c'est je ne sais pas prospecter, je ne sais pas faire ma prospection Voilà. commerciale. Voilà. Et ils en sont persuadés et ils pensent que c'est inné et qu'il n'y a pas des outils, qu'il n'y a pas des possibilités, des stratégies pour pouvoir les aider à le faire, et ils restent butés là-dessus. Ça. Donc ça, pour le coup, c'est une croyance Tout à fait. limitante, clairement. Ce d'autant qu'il y a leur propre représentation de ce que c'est que la prospection. Parce que si ça se trouve, c'est des gens qui prospectent sans s'en rendre compte. Le simple fait de faire du réseau, d'aller discuter avec d'autres personnes, ou même de parler d'eux à la boulangerie ou avec leurs amis. Donc effectivement, c'est un bon exemple. C'est tout à fait une croyance. Je les invite à revoir notre petit déj pro sur la prospection d'Olivier Sonnet qui a cassé les codes sur Voilà. sur cette activité-là. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple? Alors, je voulais faire un petit focus sur le recrutement. Il y a énormément de croyances liées au recrutement qui freinent en fait, qui sont vraiment contre-productifs. Ça coûte trop cher de recruter. Oui, mais ça coûte aussi trop cher de ne pas recruter ou de mal recruter. Recruter la mauvaise personne. Ou de recruter la mauvaise personne. Et parfois, on gagne du temps ou de l'argent à investir dans un recrutement plutôt que de penser que c'est trop cher. Je ne sais plus, j'ai mis... Non, c'est dans l'autre, dans les croyances aidantes. On gagne du temps à en perdre. La jeune génération est paresseuse, donc vous allez vous interdire de recruter des jeunes collaborateurs sous prétexte que vous êtes convaincus que c'est des paresseux, et vous allez vous priver de compétences et de personnes qui potentiellement vont pouvoir s'investir et participer à la performance de votre entreprise. Entrepreneur, je dois attendre que tout soit parfait avant de me lancer. Ça doit peut-être parler à certains d'entre vous. Moi-même, je peux en témoigner. Il y a 1 an, je démarrais mon activité. Et ça, c'est vraiment le piège dans lequel on tombe quand on est entrepreneur. Je dois attendre que tout soit parfait avant de me lancer. C'est faux. Mais on est nombreux à croire ça. Et c'est quelque chose qui, pour le coup, nous tire vers le bas. Je ne suis pas légitime pour proposer telle ou telle offre. Même chose, c'est une croyance limitante. Il y a trop de concurrence dans mon secteur. Notre entreprise, qu'est-ce que j'ai mis, n'est pas... Non, je n'ai pas mis celle-là. Ouais, nous ne sommes pas légitimes pour proposer cette offre. Des choses dans la gestion de l'humain, les problèmes personnels n'ont rien à faire au travail. Voilà, ça, c'est des croyances qui font que forcément, ça aura un impact sur vos collaborateurs, sur la façon dont ils se sentent considérés en tant que personnes et sur leur comportement. Toujours dans le recrutement, pour ce poste, on ne peut pas prendre moins d'un bac plus 5. Pas possible. C'est une croyance. Et là encore, on va se priver de faire les bons recrutements avec des personnes qui, pour le coup, auront peut-être un savoir-être qui va leur permettre d'être compétents, même s'ils n'ont pas le diplôme. Donc ça, on en a tous des croyances limitantes. L'idée, c'est quoi? C'est de justement d'aller transformer et d'aller donner l'information au cerveau, de passer en croyance ressource. C'est ça. Donc il y a une façon de procéder et je vais vous l'expliquer juste après. Okay. Et en entreprise, je voulais vous donner quelques exemples justement sur inversement les croyances ressources qui pour le coup sont des boosters de performance. Donc les exemples, c'est qu'on a toujours le choix, que notre entreprise est la meilleure, que les salariés sont dignes de confiance, que la jeune génération a beaucoup à m'apprendre. Clairement, quand vous êtes dans cette croyance-là, plutôt que de vous dire que la jeune génération, c'est des paresseux, vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats. De vous dire qu'un candidat senior, c'est un vrai atout sur le marché du travail. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont ces a priori, ces préjugés sur les candidats de plus de 50 ans, où là, on pense qu'effectivement,
c'est des gens soit qui vont coûter trop cher, soit qui sont dépassés. Et, bon, voilà, donc l'impact de la croyance, selon dans quel sens on la prend, est très très important. Déléguer à mes équipes me fera gagner du temps. Inversement, il y a beaucoup de gens qui pensent que s'ils délèguent, ils vont perdre du temps parce que ce n'est pas eux qui le feront, ils ne pourront pas vérifier que c'est fait correctement, etc. Un salarié heureux est plus performant. Enfin voilà, tout ça, ce sont des croyances, pour le coup, qui sont positives, qui sont ressources et qui vont contribuer à la performance de l'entreprise. Les croyances, c'est vraiment des super pouvoirs. Et est-ce qu'il peut y avoir des croyances ressources pièges? Alors oui, par exemple, notre entreprise est la meilleure. Il peut y avoir des erreurs de stratégie en fait, en étant peut-être dans le... Oui, c'est ça, dans le fait d'avoir un excès de confiance. Donc oui, il peut y avoir... en fait, tout le principe autour des croyances, qu'elles soient limitantes ou ressources, c'est d'avoir cette capacité de prise de recul. On va le voir juste après, justement pour analyser les croyances et se demander dans quelle mesure cette croyance m'aide à avancer vers mes objectifs, qu'elle soit limitante ou aidante. Comment est-ce qu'elle m'a servi jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que ça m'a apporté de croire ça jusqu'à aujourd'hui? Okay. Est-ce que vous avez des exemples de croyances limitantes qui vous concernent vous, votre entreprise, à titre individuel, dans le travail? Croyances limitantes, croyances ressources, où vous vous rendez compte que finalement ça vous aide ou ça vous dessert? Ça peut être que le marché est saturé, qu'il y a trop de concurrence. Par exemple, ouais, tout à fait. Alors que finalement, quand on analyse un peu ce postulat, on sait qu'on est tous uniques et qu'on a tous quelque chose de différent à proposer, c'est-à-dire nous-mêmes, enfin, dans ton cas, selon les activités, mais oui, effectivement, ça c'est une croyance limitante. Ok? Alors voilà, on va entrer justement dans le vif du sujet du changement des croyances, et pour répondre à ta question, Maxime. Alors comment on fait justement pour changer ces croyances? La première étape, c'est de les identifier. Ça nécessite un travail soit individuel au niveau du dirigeant, si vraiment les croyances émanent du chef d'entreprise et qu'elles sont insufflées dans la culture, etc. On l'a vu tout à l'heure. Soit un travail collectif d'exploration sous forme de groupe. Voilà, on constitue un groupe et on se questionne sur ok, c'est quoi nos croyances dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on se dit en fait. Pour identifier une croyance, il faut essayer de réfléchir à toutes les fois où vous vous dites moi je pense que, moi je crois que, des phrases qui sont des généralités, il y a toujours, il n'y a jamais, tout ça c'est des... Quand on a une idée reçue, un préjugé, ouais. Ouais. À quel moment ça évolue en croyance? Enfin, à quel moment ça se transforme en une vraie croyance? Simplement quand on en est convaincu et que ça ne fait pas débat pour nous, voilà, on n'est pas dans le raisonnement. On disait tout à l'heure par rapport au cerveau, c'est un état de fait. Je ne sais pas ce que je vous disais, les chiens sont tous méchants. Alors je vais vous donner l'exemple, imaginez vous avez 2 ans, vous marchez dans la rue avec votre maman et vous croisez un chien peut-être en vrai pour la première fois. Et ce chien se met à aboyer très fort, à courir vers vous, agressif, méchant. Vous allez avoir peur qu'il vous morde. Et dans votre petit cerveau de 2 ans, qu'est-ce que vous allez vous dire? Que tous les chiens sont méchants. Donc on disait tout à l'heure que les croyances proviennent de plein de sources différentes, et notamment des chocs ou des traumas. Donc là, par exemple, l'histoire du chien, c'est un peu ça. Et donc voilà, en fait, ça devient une croyance parce que pour vous, c'est votre réalité. Il y a eu un événement dans votre vie très subjectif qui vous est arrivé et vous avez ensuite la croyance que tous les chiens que vous allez croiser dans votre vie sont méchants et menaçants, dangereux pour vous, etc. Donc en fait, voilà, à partir du moment où c'est quelque chose qui est ancré comme une certitude, une conviction, c'est une croyance. Quand on dit, je disais, voilà, je pense que, je crois, c'est toujours, c'est jamais, tous les Français sont mal aimables, personne ne m'aime, voilà, ça c'est des termes qui doivent vous alerter un petit peu sur votre système de croyance. Donc en fait, il faut analyser votre vocabulaire aussi, votre mode de pensée. Ensuite, il y a... Les peurs, les phobies en font partie?
Ça peut. Après, avec la peur et la phobie, on part sur une autre dimension où on ne travaille pas de la même manière pour changer. Mais à la base, oui, c'est issu d'un système de croyance, puisque alors, la peur des araignées, par exemple, ne vient pas forcément de quelque chose qu'on se dit, parce que c'est une peur ancestrale, mais oui, ça peut être, c'est associé à ce qu'on croit, bien évidemment. Encore une fois, c'est toujours pareil, hein, c'est le filtre de nos 5 sens qui fait qu'on s'est approprié des pensées, des croyances et qui peuvent générer des peurs et des phobies. Ouais. Donc je le disais, pour les identifier, on fait un travail individuel, on peut faire un travail collectif, on peut aussi travailler avec le coaching. Puisqu'en coaching, on travaille énormément sur les croyances, on travaille sur la prise de conscience de notre mode de fonctionnement. Et puis ensuite, une fois qu'on a identifié nos croyances, on va les analyser. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que mes croyances, nos croyances, sont utiles ou inutiles ? Quels en sont les avantages et quels en sont les inconvénients ? Il faut savoir qu'une croyance limitante a ses inconvénients, mais elle a aussi ses avantages. Des croyances limitantes m'ont peut-être permis jusqu'à maintenant de me sentir en sécurité, de ne pas prendre de risques. Donc il y a toujours des avantages à croire quelque chose qui ne nous aide pas. Donc c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Quels avantages j'en ai tiré, quels inconvénients ça représente ? S'il y a plus d'inconvénients que d'avantages, là on va se mettre dans un ordre de marche vers le changement. Qu'est-ce qu'elles apportent à l'entreprise, ces croyances ? Si elles apportent du bon, par contre, si elles n'apportent pas du bon et qu'elles sont contre-productives, c'est là où on va se poser les bonnes questions pour travailler dessus. Qu'est-ce qu'elles m'ont empêché de réaliser jusqu'ici ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une fois qu'on a fait ce travail d'analyse, on est vraiment dans la remise en question de notre système de croyances. Et c'est là qu'on commence à avancer vers le changement. J'instaure le doute. En fait, j'ai toujours pensé quelque chose avec conviction, et tant que je ne doute pas de cette chose, je ne pourrai pas le modifier. Donc en fait, le doute, c'est vraiment l'instant de bascule qui va permettre d'instaurer un vrai changement dans notre système de croyances. Et puis pour changer, en fait, pour passer de l'analyse, de l'identification de l'analyse, la remise en question vers le changement, il faut envisager d'autres vérités. J'ai fait l'inventaire de mes croyances, j'ai regardé si elles étaient utiles, si elles m'avaient permis d'atteindre mes objectifs jusqu'à maintenant ou pas. Et maintenant, je vais me poser la question, quel autre type de pensée je pourrais avoir, quelle autre vérité existe à la place de cette croyance. Il suffit simplement de chausser une autre paire de lunettes pour avoir un autre regard sur le sujet, en l'occurrence. Changer sa perception et aussi s'enrichir de la vision des autres. Et c'est tout l'intérêt quand on est en travail collectif au sein d'une entreprise, même si y a les croyances de l'entreprise qui sont portées par le dirigeant, par la culture, le simple fait de se questionner collectivement au sein d'un groupe va permettre aussi d'envisager d'autres vérités et le point de vue, les croyances des autres. Et ça va permettre de lister en fait les croyances qui pourraient remplacer mes croyances limitantes au sein de l'entreprise. Et puis donc, savoir où on veut aller et quels sont nos exactement. objectifs. Et à partir de là, on définit nos nouvelles croyances avec ce qu'elles apportent de positif, les avantages qu'elles vont comporter. Et ensuite, pour les changer, il faut les ancrer. Donc là, on rejoint un petit peu le principe du nouveau sillon, de la plasticité neuronale. Et pour ancrer des nouvelles croyances, c'est la répétition. Comme tout type d'apprentissage, quand vous apprenez à lire, l'enfant, il n'apprend pas à lire en une fois, il va répéter, répéter, répéter. Quand vous apprenez une nouvelle langue, vous êtes obligé de répéter pour que ça s'imprime dans votre cerveau. Quand vous apprenez à nager, vous allez faire plusieurs séances de natation pour apprendre à nager. C'est exactement le même principe, c'est de l'entraînement. Le cerveau n'est pas un muscle, mais par contre, on peut le muscler. Il est paresseux en plus, on l'a vu. Mais donc, c'est de l'entraînement qui va faire que vous allez pouvoir ancrer le changement en vous. Et donc, c'est presque de l'automatisation. Alors, ça devient automatique après, parce que vous verrez que quand vous faites ce travail de changement de croyance, il arrive un moment donné où la croyance ressource, elle a pris la place de la croyance limitante. Et vous avez complètement oublié ce que ça faisait que de croire
que vous étiez nul, alors que maintenant vous vous dites que vous êtes capable. Votre cerveau, il a complètement remplacé le chemin, le sillon neuronal n'est plus le même. Et vous savez même plus ce que c'est que de croire que vous êtes nul. Parce que maintenant vous êtes convaincu, c'est votre vérité, que vous êtes capable. Donc voilà, forcément ça métamorphose votre système de pensée dans le bon sens. Et c'est là où en entreprise, on verra les bénéfices sur la performance et sur le fonctionnement individuel et collectif. Et voilà, donc ça c'est le principe en fait de la répétition. Alors après, ça peut être aussi, justement c'est le slide d'après, un travail sur, on va le voir, l'identité et la mission de l'entreprise. Donc je vous ai partagé ceci qui est le modèle de Dilts, modèle des niveaux logiques de Dilts. C'est un outil qu'on utilise dans la gestion du changement et la résolution de problèmes et qui permet de voir, alors là vous ne voyez pas parce que c'est flou, différents niveaux de situation de problème. Donc ça peut être un problème qui se situe au niveau d'un contexte ou d'un environnement, au niveau des comportements, au niveau des compétences, au niveau des croyances, au niveau de l'identité, au niveau de la mission. Donc qu'est-ce que nous dit ce modèle? Alors là je vous ai fait le focus plutôt sur le haut de la pyramide, parce que nous on est sur le sujet des croyances. Si mon problème se situe au niveau de mes croyances ou de mes valeurs, il va falloir que je travaille sur le niveau au-dessus, puisque c'est en changeant le niveau du dessus qu'on obtient une transformation du niveau d'en dessous. Donc c'est en travaillant ici ou sur la mission que automatiquement ça va venir changer notre système de croyance ou notre système de valeurs. Donc en entreprise, quand on est face à une problématique de croyances limitantes, il faut aussi utiliser ce modèle en se disant bah voilà, je vais travailler en tant que dirigeant sur l'identité de l'entreprise et la mission de l'entreprise, redéfinir quelle est ma mission en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, quelle est mon identité, ou quelle est l'identité de l'entreprise et qu'est-ce qui va en découler en termes de valeurs. On l'a vu tout à l'heure, hein, les valeurs c'est des super croyances. Donc quand vous n'avez pas en tant que dirigeant travaillé sur les valeurs de l'entreprise, vous ne pourrez pas définir votre système de croyances. Ou en tout cas si votre système de croyances est dysfonctionnant, questionnez-vous ou re-questionnez-vous sur vos valeurs. Et plus haut, c'est l'identité, en fait, la mission. Donc voilà, donc ça, c'est un outil aussi qui peut aider. Et une fois qu'on a fait ce travail, ça permet donc, à travers les valeurs, de définir des croyances positives. Et pour les ancrer, on l'a vu, la répétition. Donc c'est communiquer avec ses salariés, partager ce système de valeurs et de croyances, peut-être l'afficher ou en tout cas le partager dans un mode de communication ou un autre. Insuffler en fait en tant que dirigeant, il faut incarner, on dit souvent qu'il faut incarner les valeurs et c'est y penser tous les jours, c'est les incarner dans vos échanges avec vos collaborateurs et quand vous intervenez ou quand vous gérez des projets avec vos salariés, c'est d'être dans la répétition de ces croyances en fait, de leur dire si on est les meilleurs pour y arriver, on est légitime sur le marché, enfin c'est dans le discours. Et à force de répétition, c'est quelque chose qui sera ancré dans la culture de l'entreprise. Donc voilà, j'en ai terminé pour la présentation et les choses que je voulais vous partager. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on prenne? Alors on prend un temps d'échange pour... Niveau timing, on est parfait. Oui. Merci beaucoup, Élodie. Oui, avec plaisir. Est-ce qu'il y a des questions tout de suite? Moi j'en ai une. Ouais, vas-y Geoffrey. Vas-y, je pourrais faire. Non, vas-y. C'était pour enclencher la première question. Ok, je t'aide. Donc, identité analysée et ancrée. Comment, de manière vraiment simple, comment est-ce qu'on peut, au niveau collectif, c'est-à-dire, je sais pas, moi je fais une réunion d'équipe, etc., comment est-ce que je peux faire en sorte que cet ancrage, on puisse le mettre collectivement en œuvre pour qu'on change nos pensées limitatives, entre guillemets, un mode d'emploi derrière pour que au niveau du groupe, on arrive tous à se mettre dans ce schéma-là qui va nous permettre de modifier ces croyances. Oui, alors ce que je disais, c'est que c'est souvent insufflé par le leader, que ce soit le chef d'entreprise ou le manager. Et donc c'est quelque chose qui doit être communiqué ou incarné tous les jours.
quand vous communiquez dans vos mails, quand vous animez vos réunions de travail. C'est dans la communication, dans ce que vous transmettez à vos équipes. À partir du moment où vous avez bien identifié sur quelles croyances vous voulez travailler, ou enfin quelles croyances il faut s'approprier et ancrer dans le collectif, voilà, ça va être dans les échanges, dans la communication écrite ou verbale. Et il faut vraiment que les personnes soient convaincues de ce que vous leur dites. Et à force de répétition, ça fera partie du fonctionnement de l'équipe, de la culture de l'entreprise. Donc voilà, c'est quelque chose qui doit être travaillé au quotidien. De la même manière, à titre individuel, quand vous êtes sur une croyance individuelle, je sors du cadre de l'entreprise, pour changer son système de croyance, c'est tous les jours qu'il faut vous répéter la croyance ressource que vous voulez mettre en place à la place de la croyance limitante. Ça répond à votre question ? Ouais, après c'était de savoir s'il y avait des outils, des méthodes pour pouvoir les mettre en place en groupe, je sais pas. Parce que ça va plus loin, du coup, tu parles aussi de l'état d'esprit, en fait, général. Non. Par exemple, moi j'étais en train, au moment où tu parlais, je me suis dit, tiens, je sais pas, on achète des petites balles et on est en open space. Et dès qu'il y en a un qui a une pensée limitante, paf, on lui envoie un truc. Oui. Alors, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Les nerfs, ça marche bien aussi. C'est les nerfs. Oui, c'est... L'exemplarité, c'est comme les enfants, c'est l'exemplarité, c'est du mimétisme. Voilà. Si je suis, les autres seront. C'est ça. On va dégager. Donc en fait, c'est vraiment rester exemplaire pour moi. C'est mon ressenti, c'est je suis exemplaire, je crois ça. Et de toute façon, au bout d'un moment, il va y avoir du mimétisme qui va se mettre en place. Et pour autant, toi aussi, tu auras besoin de cette prise de recul que les autres auront peut-être pour toi, que tu n'auras pas été capable de faire. Moi, j'aurais toujours une prise de recul. Exactement. Mais l'idée de la balle, c'est une super idée. Et au contraire, mettez de l'innovation, mettez de la créativité en fait dans tout ça. Il y a un autre exercice qui se fait plus à titre individuel, c'est de vous mettre un petit élastique autour du poignet. Et à chaque fois que vous vous surprenez avec votre croyance limitante, vous avec l'élastique, ça vous rappelle à l'ordre et tout de suite vous vous répétez la bonne pensée, la bonne croyance à la place. C'est très efficace. 1 euro à chaque passé. 1 euro dans une tirelire. À la fin, tu payes plus que la 2 euros. Oui, c'est vrai que créer... Oui, ma question, alors c'était un petit peu pour toi, parce que, comme je disais au départ, les croyances, elles évoluent. Elles peuvent évoluer peut-être avec le réseau, le partage de certaines valeurs dans ton entourage. Mais ma question, c'était surtout toi. Donc, moi, je ne l'ai pas fait à titre perso. C'est oui. D'avoir cette démarche-là, de dire, je veux aller vers telle croyance ou je veux modifier oui. certaines croyances limitantes. Quelles difficultés tu peux avoir, justement, dans cette démarche-là personnelle, en fait? Tu veux dire, moi, personnellement, tu veux que je partage mon expérience de manière générale? De manière générale, ouais. Alors, moi, je peux vous parler de mon cas personnel. Il y a 1 an, donc, je finissais ma formation de coach, puisque je suis coach professionnel certifié. Et donc, dans l'objectif de créer ma société, de me lancer à mon compte. Et il y a eu des moments difficiles parce que j'avais peur de ne pas y arriver. J'avais sûrement la croyance que ce projet-là, même s'il me tenait beaucoup à cœur, me mettrait dans l'insécurité et que clairement ça allait être difficile et que j'allais pas y arriver en fait. Et c'était compliqué parce que ça m'empêchait d'avancer au quotidien. Je sentais en fait que ça me tirait en arrière. J'en avais conscience, mais j'arrivais pas à switcher au niveau de mon cerveau. C'était coincé. J'ai travaillé avec un coach sur quelques séances pour justement transformer cette croyance limitante. Donc on a fait ce travail d'identification, d'analyse, de remise en question. Il a réussi à me faire douter sur le fait, sur ma certitude que l'entrepreneuriat allait me mettre dans l'insécurité. On a réfléchi à quelles croyances tu pourrais mettre en place pour remplacer cette croyance limitante. Et puis j'ai fait ce travail de répétition quotidiennement pendant plusieurs semaines. Et il y a eu un truc qui s'est opéré, j'ai basculé dans mon préfrontal, je pense en tout cas. Et il s'est passé un truc et je me suis réveillée presque un matin. Cette croyance m'avait abandonnée. Et à la place, je me suis sentie beaucoup plus sereine parce que j'étais convaincue qu'en fait,
j'allais réussir, que même en étant entrepreneur, il n'y avait pas de problème de sécurité et que ça allait marcher et que tout allait bien se passer. Donc quand je parlais de booster de performance, c'est vraiment ça, hein, c'est que c'est vraiment un super pouvoir et ça permet de transformer sa vie. Tu remarqueras qu'elle a plus l'élastique sur son côté. Oui, Aline. Finalement, la mise en place d'une croyance, c'est un travail, c'est de l'autodiscipline, il faut le vouloir. Tout à fait. C'est pas les autres qui vont faire ces actions-là pour vous. Non. Donc il faut d'abord le vouloir et ensuite c'est l'autodiscipline quotidienne. Tout à fait. Et il faut savoir... Enfin, je me permets, c'est presque un travail de déconstruction en fait. C'est exactement ça. C'est vraiment dans l'identité. Voilà, Il y a une modification de l'identité qui doit se faire. Exactement. Exactement, parce que jusqu'à maintenant, le fait de penser que j'allais être dans l'insécurité à atteindre tel ou tel objectif, c'était à mon avantage. Je reste dans ma zone de confort en me disant, de toute façon, si tu vas dans cette direction, même si tu en as envie, ça te met dans l'insécurité. Donc, reste où tu es. Je tire un avantage de croire ça. Et effectivement, ça fait partie de moi et je dois tout déconstruire. Donc, c'est un vrai travail profond de changement. Mais comme tu le disais très justement, il faut le décider. Il faut savoir que dans le changement, que ce soit en entreprise ou à titre individuel, il y a 4 prérequis indispensables. C'est qu'on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience, d'où le travail d'identification de nos croyances. On ne peut pas changer si on ne l'a pas décidé. On ne peut pas changer si on n'a pas accepté ce qu'on doit changer. Et on ne peut pas changer si on ne se met pas dans l'action. D'où le principe de justement la répétition, le fait d'agir en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez identifié, pris conscience de ce que vous voulez changer, une fois que vous avez accepté qu'il faut le changer, une fois que vous avez décidé ce que vous avez accepté, vous allez le changer, si vous ne passez pas à l'action, il ne se passera rien. Donc voilà, c'est vrai que c'est un vrai travail qui demande des efforts, mais le cerveau, même s'il n'aime pas ça, il en est capable. Et c'est un vrai travail de déconstruction, c'est très juste. C'est la guerre ouverte entre le reptilien et le préfrontal. C'est ça. Oui. Je voudrais juste apporter une précision, c'est que vous dites bien que les croyances sont subjectives, je suis entièrement d'accord. Et ensuite, vous dites que les croyances, c'est finalement, les valeurs sont des super croyances. Pour avoir un peu travaillé sur le sujet, je voudrais juste dire une chose, c'est que les valeurs, en fait, c'est l'entreprise, et ces valeurs-là sont déterminées, en fait, par l'étude de la culture d'entreprise, qui elle-même repose sur l'historique, le fondateur, la concurrence, les retraités, etc. Pour redéfinir une culture d'entreprise, ça prend beaucoup de temps et ça obéit, en fait, à des règles très précises. De cette étude de culture, l'entrepreneur en retire des valeurs. Après, c'est lui qui en fait une charte de valeurs. Et l'objectif, pour moi, et l'objectif du chef d'entreprise, c'est que chaque salarié identifie en fait la valeur de l'entreprise pour lui et en fait une croyance personnelle. Donc je distingue bien, même dans l'épigramme en fait de Dietz que je connais, j'ai toujours fait en fait une ligne entre valeurs et croyances. Entre croyances et valeurs, parce que la valeur, vous pouvez même en fait en faire une charte de valeur, affichée dans l'entreprise. Donc ce n'est plus une croyance, c'est ça. Vous l'avez affichée. Tout à fait. Après, chaque individu va s'attribuer lui-même une valeur pour en faire une croyance. Tout à fait. Et c'est là où ça va devenir intéressant, c'est parce que lui-même va devenir créateur de valeur. Donc, quand on reprend en fait le schéma de Dietz et qu'on l'inverse, on arrive effectivement à ce que la croyance devienne réelle et qu'on fasse une valeur d'entreprise. C'est un travail de plusieurs années, mais finalement, quel est le but d'un chef d'entreprise? Enfin, j'en ai été un moment, c'est que finalement, chaque individu arrive dans l'entreprise et se dise que c'est son entreprise et que la valeur en fait, de l'entreprise à laquelle il a pu contribuer, ce soit sa croyance. Et là, il est épanoui. Et le chef d'entreprise aussi. Oui, tout à fait. Tout, hein. Oui, très, très intéressant. Non. Et c'est très juste, d'autant que les valeurs, souvent, c'est des choses qui sont immuables, hein, qui nous appartiennent, mais voilà, auxquelles on ne touche pas. Hein. En général, on ne change pas ces valeurs, elles sont fondamentales. Parce que vous ne pouvez pas changer la culture d'entreprise, parce que si vous l'avez bien fait, si vous avez bien identifié la culture d'entreprise, ce n'est pas vous qui allez la transformer. Voilà. Merci. Je vous en prie. Et donc là-bas, c'est vraiment... que ce soit d'un point de vue individuel ou collectif avec l'entreprise, c'est déjà qui sommes-nous. Oui. C'est l'identification. Oui. C'est pour ça qu'on parlait, là, sur la pyramide de Dietz.
l'identité se trouve au-dessus. Parce que je ne peux pas travailler là-dessus si je ne sais pas qui je suis. Et si je ne sais pas à quoi je sers, quelle est ma mission. On va. Est-ce qu'il y a des questions sur Facebook? Ouais, j'ai une réaction de Romain Martin d'Esquisse Line, qui est avec nous normalement en présentiel. Oui, Il est sur Facebook. Okay. Il a fait un petit clin d'œil. Alors au départ, tu cherchais des croyances ressources. Il met « Oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce ». Ouais, super. Celle-là, elle est top. Hein. Et ici, il a une question. Être toujours positif est en quelque sorte une croyance ressource, même si je suppose que ce n'est pas suffisant. Donc pour moi, ça rejoint aussi un petit peu Geoffrey. C'est un peu de l'exemplarité et de se mettre toujours en condition de positivité, oui. de positif au travail. Alors effectivement, c'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, moi, je suis là pour vous parler des croyances, mais il n'y a pas que ça. Et il n'y a pas que ça sur quoi vous pouvez travailler dans l'entreprise, sinon ce serait trop simple. Mais oui, c'est pas suffisant. Tout comme le positivisme n'est pas suffisant et peut parfois être délétère. Mais voilà, il y a plein d'autres choses sur lesquelles travailler et j'ai pas la journée pour vous en parler parce que c'est pas le temps qu'on m'a donné. Mais oui, les croyances, c'est juste une partie. L'idée de ce matin, c'est de faire vraiment un focus sur les croyances, aussi faire un petit clin d'œil à la journée du vendredi 13 et de tout le côté superstition, parce qu'il y en a beaucoup qui amènent le côté superstition dans l'entreprise et qui prennent même certaines décisions stratégiques avec de la superstition ou alors avec des idées reçues. Des idées reçues. Ouais. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée, c'était un petit peu de balayer ce sujet-là et puis de donner quelques notions. Oui, notamment en parlant d'idées reçues, donc ce sont des croyances, on en retrouve beaucoup dans le recrutement et ça peut être dramatique parce que ça peut amener à de la discrimination. J'aurais plein d'exemples à vous donner parce que moi, j'ai travaillé 15 ans en tant qu'RH en entreprise, donc les idées reçues sur les personnes et dans l'environnement du recrutement, il y en a énormément et malheureusement, il y en a plein qui sont très mauvaises. Mais voilà, ça effectivement, c'est des choses qu'on peut mettre en lien avec les croyances collectives, les superstitions, qui sont des croyances collectives. Le vendredi 13, ça a peu d'impact sur nos vies en général, mais il y a d'autres choses qui peuvent être plus ennuyantes, notamment dans l'environnement du recrutement et de la discrimination et de plein d'autres choses. Mais oui, qu'est-ce que vous en pensez du vendredi 13 d'ailleurs? Oui, Aline? Porte-bonheur. Rien. Ouais. C'est comme des choses. Il est unique en fait. Comment? Il est juste unique comme les autres. C'est ça. Oui. Donc c'est qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on veut qu'il soit. Voilà, comme n'importe quel autre jour. C'est quand même un vendredi et c'est bientôt le week-end. Voilà. Et c'est toujours un vendredi, donc c'est toujours la veille d'un week-end, c'est génial. Quand vous êtes dans une position positive, est-ce que vous touchez du bois? Ah voilà. De la peau de singe. Vous croisez les doigts dans ça derrière. Ali? Alors moi je voulais juste témoigner parce qu'effectivement ce sujet est passionnant. On pourrait en parler pendant des semaines même. Moi je voulais témoigner parce que j'ai fait ce travail-là auprès d'Élodie. Donc j'en suis à un niveau assez élevé maintenant au niveau des croyances. Et je voulais vraiment témoigner sur le fait que ça change. Il faut vraiment avoir une prise de conscience. De toute façon, on le sait en tant qu'humain. À un moment donné, se poser et raisonner, on le ressent. Excuse-moi, je vais être un petit peu émotive, mais ça change une vie. Et le fait d'effectivement d'être en autodiscipline et de comprendre et de se dire que ok, je change mes croyances parce qu'effectivement elles étaient relativement limitantes. C'est bouleversant en fait et effectivement c'est des super pouvoirs. Donc il faut vraiment aller sur ce sujet et surtout en entreprise parce que finalement les croyances que vous allez vous mettre aussi en tant que avec l'exemplarité vont impulser les équipes derrière. Quand vous arrivez, vous avez confiance en vous, vous êtes léger et que même vous avez rencontré une problématique, finalement vous allez voir que cette problématique devient légère parce que vous l'expliquez simplement et que vous avez répondu aux besoins de chacun, à vos propres besoins et que c'est complètement fluide. Et effectivement, c'est des super. Ouais, très juste. Est-ce qu'on incarne, nous, en termes de changement et de nouvelles croyances, a une influence sur les autres et ça peut
voilà, si on va plus loin, aller jusqu'à dire que ça peut changer la vie des autres, mais oui, dans l'entreprise, au quotidien, hein, tout simplement. Voilà. Merci pour le témoignage. Il faut que tu offres en fin de séance des capes super-héros, Alma et coaching. Mais je me demande si je ne vais pas en faire, parce que dans mon bureau, j'ai une petite figurine de Wonder Woman. Donc c'est un petit peu le symbole que j'aime bien utiliser. On est tous des super-héros et des super-héroïnes. Il faut aller les chercher et puis les développer, quoi. Ouais. Est-ce que je peux poser une question à l'ancienne RH que vous... Oui, bien sûr. J'ai rencontré récemment quelques chefs d'entreprise qui m'ont dit on a tellement de mal à recruter que finalement on consacre beaucoup moins de temps et d'argent à l'intégration et à la fidélisation. Est-ce que ça, vous l'avez senti quand vous étiez RH également? Alors la difficulté de recruter bien évidemment, mais le fait que l'entreprise consacre plus de temps, d'argent en fait au recrutement et moins à l'intégration et à la fidélisation. Alors, malheureusement, ça, c'est pas un phénomène nouveau et qui n'a jamais été en lien avec les difficultés de recrutement. C'est que les entreprises se sont trop longtemps arrêtées au fait de simplement recruter et n'ont pas intégré que le recrutement, c'était pas juste chercher un collaborateur et lui faire signer un contrat de travail, mais que ça va bien plus loin par l'intégration, la fidélisation. Donc, c'est pas un phénomène qu'on constate aujourd'hui, en lien avec les difficultés de recrutement. Moi, j'ai constaté ça toute ma carrière. Et en tant qu'RH, notre rôle, c'est justement de faire en sorte que ça évolue et de mettre en place des parcours d'intégration et toutes ces choses qui permettent de travailler sur la fidélisation des collaborateurs et de leur expérience dans l'entreprise. Oui, entre autres. Merci. J'ai Romain aussi qui a une autre... un partage d'expérience, une pratique en autodiscipline que je fais chaque jour. Je me félicite chaque soir d'une bonne action de la journée et chaque matin je pratique les gratitudes. Bravo Romain, tu peux lui répondre. Développement personnel. Ouais, super. Alors, il y a un autre truc aussi que je voulais vous partager, c'est le néocortex préfrontal, il fonctionne très très bien la nuit en fait, c'est le moment où il adore le plus fonctionner. Donc il y a un petit truc tout simple, on dit souvent aux enfants, relis ton cours avant de t'endormir. Parce que voilà, la nuit, notre inconscient travaille énormément et donc le préfrontal, il est en activité plus la nuit. Donc pour ancrer aussi du changement dans notre fonctionnement cérébral, ça peut être bien aussi de, juste avant de vous endormir, soit voilà, repenser à des choses positives qui se sont passées pour simplement ancrer le positif dans votre façon de penser, dans votre fonctionnement, dans votre vie. Ça peut être repenser à aux objectifs que vous êtes en train de vous fixer pour apporter de nouvelles idées. Quand on travaille sur un projet, pour générer justement de l'innovation, de la créativité, repensez à ça avant de vous endormir parce que votre cerveau il va vous proposer plein de nouvelles idées et quand vous allez vous réveiller le lendemain ou dans les jours qui vont suivre, hop, il y a des choses qui vont émerger comme ça. La nuit porte conseil. Et la nuit porte conseil, et c'est pas une croyance, enfin c'est une croyance aidante pour le coup, mais c'est vrai, si on dit ça, c'est pas pour rien. Et donc voilà, quand moi j'accompagne des gens en bilan de compétences, et certains me disent mais moi je sais pas ce que je veux faire, j'en ai marre de ma situation, de mon travail, j'ai envie de changement, je veux faire autre chose, mais j'ai pas d'idée. Donc moi je leur donne comme conseil de réfléchir à ça juste avant de s'endormir et de se dire voilà, pense à tes rêves, pense à tes passions, pense à tout ce qui te donne envie, qui t'anime dans la vie. Juste avant de t'endormir, tu y penses, tu laisses ton cerveau se libérer sans... Prends des douches aussi, parfois ça aide dans la... Comment ? Prends des douches aussi, parfois ça aide... Et on laisse comme ça les idées juste avant de tomber dans le sommeil et voilà, il y a des choses qui peuvent émerger. Donc c'est bien de faire des choses comme ça, ce qui fait Romain, c'est du vrai développement personnel. Ouais, et c'est pas très compliqué à mettre en place, de la visualisation. De la même manière, le cerveau fait pas la différence entre quelque chose de réel et quelque chose d'imaginaire. Les sportifs de haut niveau travaillent énormément en préparation mentale sur la visualisation de la victoire. Donc ça, c'est un travail qui se fait aussi énormément en méditation. Si vous vous visualisez dans une situation, votre cerveau ne fera pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Il ne saura pas si c'est réellement en train de se passer ou pas. Donc ça vient ancrer en fait la mise en action, le changement, parce que vous allez vous projeter dans quelque chose qui n'existe pas, mais que vous souhaitez voir se réaliser. Donc la visualisation, c'est très très puissant au niveau cérébral.
Voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez faire, comme fait Romain. La gratitude, voilà, ça ancre de la sérénité, du positif dans votre vie. Qu'est-ce qu'il a mis d'autre? J'en ai plein d'autres. Le tableau des rêves. Ouais, là c'est de la visualisation, le vision board, le tableau, de visualisation. Ouais. Il est inspiré ce matin. C'est un adhérent Eret, il peut être que... Il faudra qu'on discute, Romain, parce qu'on a sûrement plein de choses à partager. La gratitude ce matin, donc il a bien Oui, c'est ça, là où il est à fond, là. Il est à bloc. Super. Donc, ouais, il y a plein de petites astuces et que vous pouvez transmettre à vos collaborateurs. Hein. Clairement, c'est pas des choses qui restent à la porte de l'entreprise et qu'on peut partager. Tu posais la question justement sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. L'idée de la balle est très bonne. On peut aussi faire des petites cartes avec les croyances ou les valeurs. Alors, si l'entreprise est petite et que l'échelle de l'entreprise le permet, mais écrire sur des petites cartes voilà, qu'on met en forme et puis des petits marque-pages, donner ça à ses collaborateurs avec les croyances positives qu'on veut incarner ou mettre en place dans l'équipe. Ça peut être aussi une idée. Est-ce qu'il y a une dernière question, éventuellement, avant de clôturer cette session de ce matin? Plutôt clair? Moi, je crois que ta présentation était très bonne. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Elle l'a rêvé. Oui. Merci. Merci de votre écoute. Merci à toutes et à tous. Donc je suppose que Élodie reste à votre disposition pour continuer les échanges. Et je voudrais remercier Maxime et puis Soufiane et le Rubik's Co pour m'avoir permis de vous partager tout ça avec vous. Le partage, c'est vraiment ce qui fait le cœur de mon métier et j'adore en fait pouvoir partager tout ce que je pratique au quotidien dans mon métier et dans ma vie. Donc merci. C'était un vrai plaisir. On reste connectés et puis on continue, comme je le disais au démarrage de ce petit Déj Pro. On se retrouve du coup le premier vendredi de février pour continuer nos sessions de petit Déj Pro sur 2023. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.